Ils permettent de créer aussi des structures un peu plus complexes, hein. Par exemple, ce qu'on appelle des listes chaînées. Donc une liste chaînée, ça ressemble un peu à un tableau. Donc si je reprends l'élément que j'avais créé au début, hein, par exemple tag point, là, eh bien, je peux m'amuser à mettre euh, un pointeur sur l'adresse de la structure point suivante, hein. Et donc à ce moment-là, quand je vais créer ici un point de type A, eh bien je pourrais par exemple créer un, un pointeur suivant, un point suivant, pardon, et donc lier le point A au point B par exemple. Hein, ce que j'ai fait ici, donc j'ai un point Q par exemple qui s'appelle, je sais pas moi, P.next. Bon là ça aurait dû être A. Enfin, ouais, ça aurait plutôt dû être celui-ci, ça aurait été plus logique. Un point next. Et donc, à ce moment-là, je dis bien que lui représente quelque part un pointeur sur cette valeur qui est un pointeur, hein, parce que là, j'ai bien défini euh, non pas un point, non, non pas un point, je ne vais pas dire physique, mais défini comme étant de type point, mais un pointeur sur l'adresse de cet élément. Donc ce que je vais obtenir ici, si j'appelle le point next, c'est pas le next lui-même, mais bien l'adresse. Et donc si je veux définir un pointeur sur cette adresse, j'utilise la définition du pointeur qui est point étoile q égale cette adresse. Alors ici, c'est une représentation assez intéressante. Si je veux, comment je vais dire, accéder à la structure x du point suivant, hein, eh bien, je vais pouvoir écrire, au lieu d'écrire étoile q point x, hein, ou parenthèse étoile q point x, ce qui est une écriture assez lourde, je vais utiliser ce petit symbole flèche, donc c'est-à-dire tiret caractère plus grand, qui va directement me permettre d'accéder à l'élément contenu dans cette adresse. Donc ça revient vraiment à écrire quelque chose de ce genre. C'est très courant en C, vous verrez très souvent ce genre d'écriture. C'est simplement qu'on accède directement à une propriété du pointeur, au contenu du pointeur quelque part. On accède directement. On ne met pas l'étoile pour dire ok, on sait que ça c'est un opérateur adresse, c'est un pointeur. Et si je veux accéder directement à son élément, je peux utiliser ce petit tiret ici le plus grand. C'est des notations que vous ne retrouverez pas en Java par exemple, et qu'à mon avis vous ne retrouverez pas non plus en C#. Notion de pointeur. Par contre, ce sont des notations que vous pouvez retrouver sans problème en C++, parce que vous pouvez commencer à vous amuser à créer des pointeurs sur des classes et créer par exemple des listes chaînées de classes. Hein, donc là, ça devient un peu plus tricky. Alors ici, évidemment, comme le type def struct, il associe struct tPoint après la définition du struct tPoint. À l'intérieur de cette définition, je ne connais pas encore le type point. Donc je suis obligé de le référencer, de référencer le next, non pas par point, parce que ce n'est pas encore défini par le type def, mais bien par l'écriture alourdie qui est struct tPoint, qui me dit ok, tu crées un élément structurel de type tPoint, et là on crée une adresse, une référence, une adresse sur cet élément, qu'on place à nul au début parce qu'elle n'est pas initialisée simplement. On peut aussi avoir des pointeurs de pointeurs, hein, pour générer par exemple des matrices. Hein. On a vu, on peut écrire des tableaux de tableaux, on peut générer des pointeurs de pointeurs. Hein. Si je fais alors ici, autre petite précision aussi, la structure qui est utilisée ici, c'est simplement pour dire donc le malloc, il associe une taille de mémoire. Il vous dit voilà, moi j'ai associé de la mémoire. Mais il ne vous dit pas par rapport à quel objet il a associé cette taille de mémoire. Hein, le retour du malloc, c'est un type générique, on ne sait pas. Il vous dit voilà, moi j'ai une adresse, mais une adresse qui pointe sur quoi? C'est une adresse d'un int, une adresse d'un float, une adresse, on ne sait pas. Et donc on peut faire ici ce qu'on appelle
un casting, c'est-à-dire qu'on met les deux parenthèses, on passe le type de données qui sera contenu dans cette réservation mémoire, avec évidemment le petit opérateur ici étoile, qui indique simplement que ça représente une adresse. C'est l'adresse d'un point. Et ça s'appelle un casting. Pour permettre vraiment de dire, ok, c'est ce type-là qui va être contenu dans ce membre appelé next. Donc ça c'est un petit peu l'idée. Et donc voilà, je ne vais pas rentrer trop dans ces détails. Juste une autre petite précision aussi concernant ces structures de données complexes. Donc là je vous ai parlé d'une liste chaînée, hein, finalement. Donc l'idée c'est j'ai un premier point ici qui va pointer sur un deuxième point, un troisième point, etc. Et donc j'aurai, si vous voulez, quelque part une référence ou un pointeur sur le point racine. Et ce point racine me permettra toujours de reparcourir toute la liste. Donc, si je veux accéder au dernier élément, tant que je connais le point racine, je vais pouvoir passer d'élément en élément, jusqu'à ce que le next du suivant ne pointe sur plus rien, et là je suis arrivé en fin de chaîne. Donc, si je veux rajouter un élément dans cette chaîne, je prends le dernier élément, et j'assigne une nouvelle allocation à next, et j'aurai un nouvel élément. Alors il existe aussi en structure de données complexes des listes dites doublement chaînées, dans le sens où on a ici, on va définir un pointeur sur l'élément précédent. Donc là l'élément précédent sera nul, ici l'élément précédent ce sera celui-là, et là l'élément précédent ne sera pas nul mais pointera bien sur l'avant-dernier élément. Et ça c'est pratique parce que dès que vous avez un élément, vous pouvez remonter ou descendre dans la liste pour avoir l'élément précédent et l'élément suivant, ce qui n'est pas possible avec une liste simplement chaînée. Autre structure complexe, les arbres. Hein. Alors les arbres, ça ressemble un peu aux listes chaînées, dans la mesure où, ou listes doublement chaînées, ça dépend comment on le prend. Ici, on ne référence pas un suivant, mais on référence un parent. Alors ces structures en arbre, on les retrouve très très souvent en informatique. Par exemple, quand on parcourt des dossiers et des fichiers sur un système d'exploitation, on a un dossier qui contient des sous-dossiers ou des fichiers et ainsi de suite. Et je peux avoir plusieurs dossiers qui ont un parent commun, etc. Et donc c'est vraiment typiquement une structure en arbre. Et ça c'est la première représentation qu'on en a, c'est le stockage des fichiers. Alors les structures en graphe, c'est encore plus embêtant parce que ça veut simplement dire qu'au lieu d'avoir un seul parent, l'élément peut avoir plusieurs prédécesseurs. Donc là, ça complexifie vraiment le parcours, le travail avec ces graphes. Alors ces graphes sont des outils très puissants hein, en mathématiques. Il y a toute une série de théories là-dessus. Et par exemple, les graphes, c'est très utilisé quand vous recherchez des parcours de chemin. Par exemple, chercher une destination sur un GPS, en général, c'est un parcours de graphe qui peut se parcourir suivant différents paramètres, hein, parcourir en temps, parcourir en espace, etc. Donc je ne rentre pas là-dedans parce que ce sont des théories qui sont quand même conséquentes et qui n'ont pas vraiment d'utilité tout de suite dans la création d'un jeu vidéo. Alors, autre élément sur le C, hein, quand on utilise des conditions, hein, notamment l'instruction if par exemple, cette instruction if peut utiliser toute une série d'opérateurs, donc l'opérateur égalité. Alors égalité stricte en C, faites très attention, c'est égal égal. Okay. Le égal est un opérateur aussi. Le égal, en fait, c'est l'opérateur d'affectation. C'est ce qu'on explique ici. Égal, c'est une affectation. C'est très perturbant, hein, parce que surtout quand on passe sur des langages qui n'utilisent pas ce genre de représentation, c'est très perturbant de devoir faire un égal-égal pour une égalité stricte. Alors il y a le plus petit ou égal, le plus grand ou égal, le strictement plus petit, le strictement plus grand, etc. On retrouve tous ces opérateurs de base, ces opérateurs mathématiques de base, ça pose pas de problème. L'opérateur différent, donc là c'est le point d'exclamation avec un égal. L'opérateur et, donc c'est et, il est doublé simplement parce qu'on indique qu'il est évalué dans une condition et c'est pas un opérateur adresse 2 ou un opérateur et binaire.
Et enfin l'opérateur OU, aussi utilisé dans une condition, c'est pour ça qu'il est doublé. Là, donc c'est pour montrer qu'il est utilisé dans un if et que ce résultat d'évaluation de la condition conduira à une branche ou à une autre. On avait vu ça notamment dans la vidéo d'introduction sur l'algorithmique. Alors on a un opérateur qui revient assez constamment. Donc ici on va faire une affectation, hein, on a un égal pour l'affectation. On va placer une condition et on va dire, ben voilà, si la condition est vraie, donc si b-c est plus grand que 0, c'est cette condition qui sera renvoyée, ou en tout cas qui sera, voilà, c'est cette valeur qui sera renvoyée après le point d'interrogation, hein, donc ça c'est if then, hein, c'est l'équivalent du then. Sinon, les deux points représentent sinon, on écrira la valeur false dans la variable. Voilà, ça s'appelle l'opérateur ternaire, et c'est de temps à autre assez bien utilisé en C. Donc le ampersand ou le et simple ainsi que le pipe simple sont les opérateurs logiques et pour ampersand et ou pour le pipe simple qui peuvent s'appliquer sur des booléens. À ne pas confondre évidemment avec quand c'est le et logique avec l'opérateur adresse 2. C'est suivant le contexte évidemment, on comprend que si on a deux valeurs entre le ampersand, c'est la réalisation d'un et logique. Maintenant, si j'ai ça, un ampersand juste après une affectation, en général, c'est plutôt l'opérateur adresse 2. Le pourcent, c'est le modulo. C'est l'opérateur modulo, donc c'est le reste d'une division. Reste d'une division entière. Le point d'exclamation, c'est l'opérateur note. Ces deux éléments, donc plus grand ou plus petit, c'est un système qui permet de décaler, c'est un opérateur qui permet de décaler les bits sur la droite ou sur la gauche. Bon, voilà, c'est sur des nombres booléens, c'est sur des nombres binaires que ça fonctionne le mieux. Vous pouvez l'utiliser sur un char, ça pose pas de problème. Si vous utilisez ça sur un char, il va le multiplier par 2. Si vous faites ça sur un char, il va le diviser par 2. Voilà, globalement, c'est un peu ce que ça fait. Et on a vu donc les plus ou moins qui sont les opérateurs d'incrémentation ou de décrémentation à utiliser en étant conscient quand même que la position de l'opérateur, qu'il soit post-incrémenté ou pré-incrémenté, change évidemment la portée. Donc s'il est post-incrémenté, on a vu sur un pointeur, ça change l'adresse. S'il est pré-incrémenté, sur le même pointeur, ça change la valeur de l'adresse. Alors un autre élément qui remplace quelque part, ou qui peut remplacer des if imbriqués, des if else imbriqués, ce qui est parfois un peu compliqué à utiliser, c'est la gestion, ce qu'on appelle la gestion des états, on retrouve parfois dans des machines à état fini ou des automates. C'est le switch case. Et en gros, le switch, voilà, il indique, vous lui placez une variable, et pour chaque état de la variable, vous pouvez définir un certain nombre d'opérations. Ce qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est d'utiliser le break quand vous avez exécuté un état. Si j'ai plusieurs états ici, et que je ne mets pas de break, il va passer dans chacun des états. Donc si vous voulez, c'est très puissant, parce que si vous voulez par exemple que l'état 1 et l'état 2 soient exécutés de la même manière, hein, donc dans le cas de l'état 1 ou de l'état 2, il fait la même chose, ou que, l'état 2 a besoin de l'exécution de l'état 1, vous mettez simplement pas de break à état 1, et voilà. Alors c'est très puissant, mais ça permet aussi de faire tout et n'importe quoi. Donc là on peut lister les différents états, on met un case et un break par état, hein, ou un case, ou deux cases qui suivent et juste un break. Et puis on a le default, donc le default c'est qu'est-ce que je fais si aucun des états n'a été trouvé dans cette variable. Donc là il y a ce code là sera exécuté par défaut. Il est possible d'utiliser des brackets, hein, ça pose pas de problème. Si vous avez plusieurs instructions à placer, on peut les mettre entre accolades, ça pose pas vraiment de problème. On en arrive enfin aux boucles. Donc les boucles, il y a on va voir trois gros types de boucles. On sait, il y a boucle for, hein, tout le monde connaît. Voilà, donc on part. Faire attention ici que la valeur i ne sera définie que dans le scope de la boucle. Hein. Donc il ne connaîtra pas i en dehors de la boucle. Donc si vous voulez voir après la valeur de la boucle, quelle valeur était i, c'est raté. Quelle valeur valait n, c'est raté. Parce qu'il n'existe plus des consorts de l'accolade qui est là. Et donc là, on lui indique la valeur initiale.
On part de 0, on va, tant que, c'est un tant que en fait, hein, i est plus petit ou égal à n, on va incrémenter i. Donc on va exécuter le contenu de la boucle, et puis quand on revient ici, on incrémente i, et on continue comme ça, jusqu'à ce que i soit strictement plus grand que n. Une autre façon de faire des boucles, c'est d'utiliser la boucle while, hein, donc tant que la condition est vraie, c'est un peu ce qui se passe ici, on exécute le code. On peut utiliser break dans tous les cas pour sortir de la boucle. Donc si j'ai une condition, enfin une autre condition que celle mentionnée ici qui apparaît, je pourrais sortir d'urgence de la boucle en disant je fais un break. Vous pouvez réaliser des boucles imbriquées, vous pouvez faire un peu ce que vous voulez. Vous pouvez mettre des for dans des while dans des for, des do, while, for, enfin on fait ce qu'on veut. Le do while, c'est le répéter jusqu'à ce que. Hein, c'est l'équivalent du repeat until en Pascal. Donc là, ça veut dire qu'on va passer au moins une fois dans la boucle. Il y aura au moins une itération du code dans la boucle. Ici, si la condition est fausse dès le début, on n'entre même pas dans le code. Ici, d'office, on rentre dans le code et on l'exécute tant que la condition est vraie. N'oubliez pas que si vous oubliez de faire en sorte que la condition de sortie soit atteignable, c'est le plantage de la machine, hein, ça va boucler à l'infini. Un autre aspect très important du C, on a parlé notamment dans la structure des ordinateurs des supports externes, ce qu'on appelle le storage, hein, donc les disques durs, et donc la manière dont les données sont stockées sur un disque dur, c'est-à-dire les fichiers. Donc en C, on a dans le standard input-output, dans cette bibliothèque, on a toute une série d'éléments qui nous permettent de travailler sur les fichiers. Alors ici par exemple, on a un type file, hein, donc qui va pointer, si vous voulez, sur le fichier, sur le premier élément du fichier. Donc quand je fais un file open ici, avec le nom, les attributs indiquent simplement si on l'ouvre en read only ou si on l'ouvre en read write ou en write only, etc. Et donc ici, ce qu'on fait, on ouvre en fait ce fichier. Donc je lance la commande d'ouverture de fichier. Si ça marche, j'ai évidemment un file qui pointe sur une valeur décente. Si ça ne marche pas, file pointe sur un nul. Mais ici, dans le if, j'ai une première opération qui est une affectation. Donc file est affecté au résultat du fopen. Et je vais comparer, en mettant deux parenthèses ici, le résultat de file avec la valeur nulle. C'est ce qu'on appelle c'est plus ou moins une double affectation, quelque part. Je sais pas si, dans le sens où d'abord on affecte et ensuite on compare le résultat affecté à la valeur nulle. Si c'est le cas, on affiche une erreur, sinon on continue. En fait très attention parce que quand on fait si A égale B, effectivement, lui ce qu'il va faire, il va exécuter la commande. Donc il va passer la valeur de B dans A. Donc ça c'est très dangereux. En général le compilateur gueule et dit attention là il y a un warning, il faut quand même faire très attention parce que vous êtes peut-être à côté de la plaque. Quand vous avez donc lancé le if file égale file open, ça veut dire que le C a lancé l'ouverture du fichier. Hein. Donc vous n'allez pas vous dire oui non ok je teste que file a bien c'est pas il a essayé d'ouvrir le fichier et il met le résultat dans file. Non, il ouvre le fichier. Donc ça sert à rien de dire si c'est nul, j'affiche erreur. Sinon, je fais un fopen du fichier. C'est déjà fait. Alors, on a toute une série de méthodes qui permettent de lire, d'écrire dans les fichiers. Donc, fget, fgetchar, donc ça permet d'aller chercher un caractère dans un fichier. Fget, ça permet d'aller chercher un buffer ou une string dans un fichier. Donc, on lui met le buffer dans lequel ça sera contenu, la taille et la position du pointeur fichier. Et automatiquement on va récupérer par exemple les 255 bytes à la position courante du fichier qu'on va mettre dans une variable pointée de type pointeur hein, qui sera du même type que le type attendu et là on mettra la taille qu'on veut copier quelque part. On a fprintf qui permet d'écrire textuellement avec des formats dans un fichier. Et enfin, il ne faut pas oublier le fclose parce que quand on ouvre un fichier, ce fameux file, en fait, il lock le fichier. Donc, si quelqu'un veut le rouvrir après, il va avoir des problèmes parce que simplement, votre programme l'a ouvert mais l'a pas fermé. Donc, on a fini avec le langage C, hein, parce que les fichiers, ça reste plus ou moins. Bon, on est loin de l'avoir fini. Hein. Faire une explication complète sur le C, ça peut prendre des heures et des heures. Et il y a tellement de bibliothèques qu'on n'arriverait de toute façon pas au bout. Mais l'idée était de vous faire une short presentation, comme disent les anglo-saxons,
sur les principaux éléments du langage que vous allez retrouver dans l'ébauche du jeu que je vous présenterai sans doute dans la vidéo suivante. Alors ici on en arrive à une autre partie, et on revient un petit peu dans l'architecture des ordinateurs pour parler de ce qu'on appelle le GPU, donc c'est le Graphical Processing Unit. Ça ressemble un peu à l'unité centrale, sauf que là c'est en général placé sur une carte graphique indépendante, sur une carte PCI Express par exemple, totalement indépendante. Et il faut savoir que ce GPU, donc qui est un processeur, est lié aussi à sa mémoire, qu'on appelle la vidéoRAM ou VRAM, par une série de bus. Donc on a un bus d'adresse et un bus de données, exactement comme dans l'architecture von Neumann. C'est une espèce d'ordinateur. Dans l'ordinateur, votre carte graphique, en réalité, elle se comporte pratiquement comme un ordinateur indépendant pour gérer les graphismes. Et donc, globalement, ce GPU, voilà, le fait de travailler... Au départ, ça a évolué beaucoup. Au départ, on parlait par exemple de DMA, donc ce sont des Direct Memory Access. Ce sont des circuiteries électroniques qui permettaient de faire des copies rapides de zones de mémoire dans les autres, sans passer par le CPU. Et donc le GPU a toute une série de possibilités d'écrire, enfin de copier, de faire du bleating, on appelait ça du bleating, c'est une copie rapide, c'est des copies de blocs, et donc ce sont des blocs prédéfinis. Alors il a un bus plus large, donc cette VRAM, évidemment, a l'avantage d'être accédée directement par le GPU, via un bus plus large, donc qui peut faire de 128 à 256 bits au niveau du bus de données, ce qui permet par exemple de stocker 4 points ou 4 coordonnées de points, ce qui en 3D est très intéressant quand vous faites du calcul matriciel de projection et d'autres types de joyeuseté. Le fait de pouvoir directement d'un coup avoir les 4 valeurs dans un registre, ça peut être assez sympathique. Et en général, les GPU sont des processeurs multicœurs spécialisés dans différentes fonctions comme la copie rapide, on parlait du bleating. Ils peuvent être vus aussi comme des usines à matrice, dans le sens où ils vont supporter toute une flopée d'opérations matricielles, que des produits de matrice, des inversions de matrice, etc. Donc ça c'est franchement pas mal, et c'est fait au niveau de l'électronique. Bon, c'est souvent sur des matrices 4x4, mais enfin ça marche pas mal quand même. Et il y a par exemple toute une série de bibliothèques, par exemple en R, comme TensorFlow ou même en Python, qui vont aller utiliser vraiment ces capacités de multiplication matricielle. D'autres spécialisations de ces processeurs multicœurs, c'est ce qu'on appelle le shading, le vecteur, enfin le vertex shading et le pixel shading. Donc le vertex shading, c'est vraiment toute une série d'opérations que vous pouvez faire sur les vecteurs définis dans l'espace tridimensionnel. Donc avant, si vous voulez, l'affichage sur écran. Exemple, vous avez une surface plane composée de différents maillages, de différents polygones, ce qui sont en général des triangles, et vous avez envie de lui donner l'aspect d'une mer en mouvement, donc vous allez déplacer chacun des vecteurs de manière un peu aléatoire. Et bien vous pouvez appeler un code shading, donc ces vecteurs, ces vertex shaders sont de la circuiterie qui permet de faire ça rapidement. Donc là vous allez avoir il y a une espèce d'assembleur au-dessus de ça, vous l'appelez, et puis il va vous générer ce genre de truc. On a par exemple au niveau des pixels, des pixel shaders, donc là ça va vous permettre de faire de l'incrustation, par exemple. Donc le pixel shader, lui, c'est au moment du rendu sur l'écran. Donc une fois que la projection a été effectuée, on a une phase de rendu où l'image est scalée pour apparaître à l'écran, et là intervient, je dirais, le pixel shader qui va vous permettre de faire une série d'opérations sur des images 2D. Et il existe des librairies telles que le High Level Shading Language, qui est un langage quelque part de haut niveau, qui permet de programmer quelque part l'assembleur de cette carte. Donc c'est une espèce de bibliothèque spécialisée, mais très orientée jeu d'instruction GPU. On pourrait à nouveau dire énormément de choses sur le GPU, retenez juste que c'est un ordinateur dans l'ordinateur qui est là pour gérer tous les aspects graphiques, et retenez aussi que les aspects matriciels dans des jeux 2D tels qu'on va voir, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus important.
Je passe donc à la fameuse bibliothèque SDL2, qui signifie Simple Direct Media Layer. C'est une bibliothèque écrite en C pour piloter un GPU ou faire un rendu multimédia si vous n'avez pas de GPU. Et cette bibliothèque se compose de différents éléments, hein. Donc vous avez la SDL window qui nous permet d'afficher une fenêtre qui va contenir des éléments SDL. Hein, et donc c'est une bête fenêtre, hein, avec un bouton de fermeture, de minimisation, etc. Il faut savoir que pour pouvoir, donc à cette fenêtre, on va attacher ce qu'on appelle un renderer. Et donc ce renderer, quelque part, il va faire toute une série d'opérations sur, si vous voulez, le canevas d'affichage de la window. Et donc notamment ce renderer, il va pouvoir faire appeler des fonctions de manipulation avec ce qu'on appelle des SDL textures. Et par exemple, enfin, c'est plus avec des textures parce que les textures, on pourra les créer à partir de ce qu'on appelait des SDL surface. Alors, la grosse différence, c'est que la SDL surface, en général, elle est stockée en RAM, donc au niveau du CPU, c'est accessible via le CPU. La texture, c'est exactement la même chose, sauf qu'elle est stockée en VRAM, qui est accessible directement par le GPU. Donc ça peut effectivement booster pas mal les résultats. Alors, on a vu un peu la structure, hein, de cette fameuse SDL. Voyons un peu le workflow. Donc au départ, pour créer un projet SDL, vous devez d'abord initialiser la SDL. Puis vous devez créer avec un certain nombre de flags, hein, qui vont. Je vous renvoie à la documentation. Est-ce que vous voulez du plein écran? Est-ce que vous voulez un écran fenêtré? Enfin bon, il y a tout un tas de trucs. Non, pardon, pour le init, c'est pas ça, je suis désolé. Les flags, ça désigne simplement les modules de l'SDL que vous voulez initialiser. C'est-à-dire, est-ce que vous avez besoin de tous les modules? Est-ce que vous avez besoin du module graphique uniquement? Est-ce que vous avez besoin du module son? Est-ce que vous avez besoin de plein d'autres trucs? Est-ce que vous avez besoin du module image? Toutes ces choses-là, ça vous permet quelque part de limiter un peu l'impact en mémoire. Et évidemment, ce que j'ai raconté avant, c'est au niveau de la SDL Create Window, où là, vous allez passer aussi un certain nombre de flags pour savoir comment vous voulez, par exemple, que votre fenêtre apparaisse, si vous la voulez en plein écran. Enfin, il faut aller voir dans la documentation. Globalement, c'est pas très compliqué, mais il faut jouer avec. Voilà, il faut essayer, il faut tester les flags, les combinaisons de flags. Parfois, c'est assez intéressant. Donc on initialise la bibliothèque, on crée une première window, hein, comme on a vu ici. Et une fois qu'on a fait ça, eh bien, on va créer le renderer, hein, puisque lui, il va pouvoir écrire ou rendre du contenu dans cette window. Et donc là, on lui passe la window, on lui passe un index qui vaut toujours -1, je pense. Et là, on lui passe des flags aussi qui indiquent comment on veut synchroniser le renderer, etc. Je ne vais pas entrer dans ces détails-là ici parce que ça sert à rien, c'est de la perte de temps, mais on aura l'occasion de parcourir ça un peu plus en long, en large quand on présentera le jeu. Et puis il faut créer évidemment une structure pour qu'elle soit rendue. En général, on va la créer à partir d'une surface. Donc il y a des outils mis à disposition pour faire ce type de travail. Et puis, une fois qu'on a créé, qu'on a joué avec tout ça, à la fin du workflow, il faut détruire tout ça. Donc là, on va faire un SDL free surface, hein. On va détruire, on va appeler un SDL destroy texture pour détruire les textures. On va faire un destroy renderer pour détruire le renderer et un SDL destroy window pour détruire la window. Et puis on fera un SDL kit comme on avait fait un SDL initialize. Donc ça c'est vraiment le framework, enfin le workflow, pardon. On crée et puis on détruit les ressources pour libérer la mémoire et se libérer l'application. Alors, quelques trucs que vous verrez très souvent dans la programmation quand on utilise le SDL, c'est la définition d'un rectangle, parce que les blocs qu'on copie, évidemment, sont des rectangles. On copie rarement des ronds. SDL renderer clear, ça permet d'effacer tout le résultat de la fenêtre avec une couleur prédéfinie. Render copy, donc SDL render copy, c'est très utilisé puisque ça permet de copier en fait des textures et de les rendre quelque part. Donc, donc on va simplement donner là, donc on va copier des éléments de texture sur le renderer
Hein, on va lui dire voilà, tu vas copier un rectangle qui provient de la source et tu vas l'afficher à tel endroit sur le renderer. Cette color, SDL set color key, ça c'est une fonction assez intéressante puisque elle permet en fait d'associer ce qu'on appelle une chroma key, c'est-à-dire de définir une couleur de transparence. Donc chaque fois que cette couleur sera vue, eh bien, elle n'interagira pas avec le fond. Donc si vous définissez par exemple que le blanc est la couleur et la chroma key, ben, ce qui va se passer, c'est que chaque fois que vous allez aux endroits où dans ma source j'aurai du blanc, et bien quand je vais le copier sur la destination, les éléments qui sont en blanc vont être remplacés par la surface qui est derrière, par les éléments de la surface qui est derrière. Voilà, ça c'est ce qui permet en général de créer des lutins ou en anglais des sprites. Hein, c'est ce qui permet de dire à la SDL comment créer des sprites. Alors pour définir cette couleur, hein, on va utiliser le SDL map RGB qui va nous permettre de définir quelque part la couleur pour laquelle on voudrait définir cette chroma key. Alors bleed surface, c'est l'équivalent de render copy, SDL bleed surface, mais pour des surfaces. Alors c'est un peu plus lourd, mais ça marche. En ce qui concerne l'installation de la SDL sur Linux, moi je l'ai fait sur un Ubuntu. Vous aurez exactement le même problème sur Windows. Il faut installer un certain nombre de dépendances, dans le sens où normalement, si vous avez déjà fait tourner des trucs graphiques sur Linux qui utilisent la SDL, la libSDL est installée. Maintenant, si vous voulez développer des applications, des softwares à partir de la SDL, vous êtes obligé d'utiliser les librairies de dev, c'est-à-dire des éléments qui vont contenir des headers supplémentaires et qui vont vous permettre de compiler le programme. Alors ça c'est le standard, libsdl2-dev. Là on a pour tout ce qui est rendu affichage de texte, donc le ttfdev. Et là on a toutes les fonctions qui s'appliquent aux images, traitement d'images, chargement d'images, etc. Et la libsdl2 image dev. Alors très rapidement, je vous donne quand même quelques références sur tout ce qu'on a raconté ici. La programmation en C, ce que j'ai raconté est un résumé trop bref du magnifique bouquin de Brian Kernighan et Dennis Ritchie, qui est de C Programming Language et qui est accessible en français, notamment aux éditions du Node. Voilà, je fais pas de pub, mais c'est un bouquin qui fait 200 pages, annexes comprises, donc à peu près 150 pages d'explication du langage C. C'est le bouquin de référence, c'est le mode d'emploi. Avec ça, quand vous lisez ce bouquin, à la fin, vous êtes capable de programmer en C, vous êtes capable de comprendre du C, parce que vous avez toutes les références. Et pour ce qui est de la SDL, notamment la vérification de tous les flags, etc., vous pouvez aller jeter un coup d'œil sur ce site, qui est le wiki officiel de la SDL2, et qui vous donnera vraiment un éventail étendu d'informations sur la SDL2. Donc ceci, c'était en conclusion la dernière vidéo relativement théorique, et je comprends qu'elle ne soit pas facilement buvable, hein, surtout sur les fonctions de la SDL2. Malheureusement, toutes les bibliothèques ont un peu cette problématique de définir un tas d'outils, un tas de fonctions qu'il faut malheureusement connaître, enfin malheureusement ou heureusement connaître, pour pouvoir vraiment développer des choses. Le C n'est que le liant quelque part, n'est que le framework, le mécanisme qui vous permet d'appeler ces fonctions, de définir des variables, de définir des pointeurs. Comme vous l'avez sans doute vu, par exemple sur toutes ces fonctions ici, eh bien, on travaille avec des pointeurs sur surface. D'où l'importance de parler des notions de pointeurs, de structure, etc. Parce qu'une surface, c'est aussi une structure. Donc voilà, donc la prochaine vidéo sera normalement un peu moins embêtante, puisque on va réellement rentrer dans le vif du sujet, et là on va observer comment créer un jeu. Donc j'introduirai le projet, et on tapera les premières lignes de code pour commencer à l'utiliser en fonction de tout ce qu'on a raconté ici. Et donc l'idée, c'est si vous éprouvez certaines difficultés, normalement en revenant dans les vidéos précédentes, on peut avoir réponse à toutes ces questions. Voilà, c'est terminé. Bonne soirée et
bon amusement avec tout ce qui touche à la programmation.